C'est la fin de l'année, les thermomètres grimpent, élèves et étudiants sont en examen, ceux qui le peuvent ont des projets de vacances, enfin. Mais avant de partir, quel bilan tirer d'une année chargée? Quels seront les dossiers à préparer pour la rentrée? Bienvenue dans le dernier numéro de Versus, votre émission de débat. Avec en plateau 4 acteurs de la scène politique bruxelloise. Martin Casier, bonjour. Vous êtes vice-président du Parti socialiste bruxellois. En face de vous, Michael Vossard, président des Filles Bruxelles. Vous êtes aussi dans la majorité, de même que Marie Lecoq, qu'on salue également, coprésidente d'Écolo Bruxelles. Du côté de l'opposition, David Leister, bonjour, président du MR Bruxelles. Et avec nous par Skype, parce qu'on ne peut pas avoir encore autant d'invités qu'on le souhaiterait sur le plateau de Versus, mais ça viendra. Dirk De Blok, bonjour. Vous êtes président du PTB pour Bruxelles et pour le Brabant. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Et nous aussi, on vous entend. On va donc pouvoir aborder ensemble, finalement, la question qui a agité toute cette année politique, c'est celle de la crise Covid. Marie Lecoq, est-ce qu'on est aussi près qu'on le devrait pour une troisième vague? Est-ce que, en termes de prévention, de messages vers la population, d'organisation, dans le cadre des compétences bruxelloises, on a tout ce qu'il faut, si je puis dire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait d'abord tout pour éviter que cette troisième vague n'arrive. Et puis, si cette troisième vague devait arriver, il est clair qu'aujourd'hui, il existe des structures. Tout a été mis en place, que ce soit avec les services de la COCOM, l'implication des différentes communes dans les processus de vaccination, par exemple, les capacités de test. Il y a vraiment aujourd'hui un ensemble d'éléments qui sont mis en place dans la région bruxelloise pour pouvoir faire face, le cas échéant, à une troisième vague de Covid. Martin Casier, on a tiré les leçons. Vous étiez dans la commission spéciale, vraiment de la première, de la deuxième vague. La commission spéciale s'est penchée sur la première. Oui, moi je crois que le gouvernement s'est engagé à déjà commencer à mettre en œuvre différentes des recommandations qui ont été émises lors de la commission spéciale Covid. Donc oui, je crois qu'on est prêt, mais j'aimerais insister, comme le disait Madame Lecoq, tout l'enjeu, c'est qu'elle n'arrive pas, et pas tellement parce qu'on ne serait pas effectivement prêt à la gérer, surtout parce que derrière cette crise Covid, on a tout un ensemble de professionnels de la santé qui sont à bout. Et donc, combien même on aurait toutes les structures possibles pour faire face à cela, ce qui est aujourd'hui le cas, il y a des hommes, des femmes et énormément de personnel ouvriers, spécialisés, médecins qui sont derrière ça. Et je crois qu'aujourd'hui, une troisième vague pour eux à l'automne, ce serait vraiment particulièrement difficile aussi difficile pour la santé mentale de tous nos concitoyens, des étudiants, des jeunes. Donc je crois qu'on doit tout faire pour que ça n'arrive pas. Et c'est pour ça que la vaccination reste la seule et unique solution. David Leister, on est armé. Vous êtes président de la CPAS. Il y a des homes dans votre commune à Watermal-Boisfort. Vous étiez aussi dans la commission. Les hôpitaux ne craqueront pas. Les maisons de repos et de soins sont prêtes cette fois-ci s'il devait de nouveau y avoir une vague. La clé, comme l'a dit mon collègue Martin Casier, ça va être la vaccination. Et ça, on a une chance. Les Belges sont dans le top européen en matière de vaccination. Mais est-ce qu'on est prêt ? Espérons que ce soit pareil pour l'Euro 2021. Par rapport à la préparation à Bruxelles, c'est vrai qu'il y a une série de recommandations qui ont été votées en février-mars. Nous allons quand même demander ici un état des lieux par rapport à ces recommandations. J'entends que le gouvernement aurait pris des engagements. Je pense qu'il ne faut pas traîner. Il y a une série de recommandations qui doivent être urgemment prises. Nous avons quand même quelques doutes quant à ces recommandations et l'implémentation de ces recommandations. Ça, c'est un premier point sur le volet santé. On doit tout faire pour l'éviter parce qu'il y a aussi tout le volet économique derrière cette crise. Il y avait énormément de petits indépendants, d'entrepreneurs qui ont énormément souffert. Et là, vous ne m'en voudrez pas de dire que Bruxelles a été à la traîne en termes d'aide pour les indépendants et les entrepreneurs à Bruxelles. Si une dernière vague ou une quatrième vague arrivait maintenant, je crains très fortement qu'ils ne puissent définitivement pas se relever, surtout comparativement à leurs homologues wallons ou flamands. Alors on va interroger le PTB, la même inquiétude que du côté du MR. Il y aurait peut-être un accord, là, quelque part, entre la droite et la gauche, si je puis dire, sur le constat ? La première chose, évidemment, qui doit être prêt, c'est la première ligne, c'est le personnel de soins qui ont souffert énormément, des homes, des hôpitaux, et c'est eux qui doivent être aussi prêts et soutenus. Malheureusement, on voit que ceux qu'on a applaudis au début de la crise attendent toujours des augmentations salariales, une certaine revalorisation et des augmentations des normes pour qu'il y ait plus de personnel dans les homes, plus de personnel aussi dans les hôpitaux. Et malheureusement, le gouvernement reste sourd. Donc les gens demandent 100 millions d'euros pour investir dans le non-marchand, par exemple, dans les soins. Et donc, pour l'instant, ils attendent toujours, après 1 an d'action et plus d'1 an d'action. Donc, je crains que si on doit vivre une situation où il y a une nouvelle variante
qui en fait dépasse quelque part, qui déjoue la vaccination, c'est surtout ce personnel-là qui doit être prêt. Et je crains qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des homes, des maisons de repos qui licencient du personnel alors qu'il faut plutôt augmenter les normes, il faut plus de personnel, il faut en profiter. Investissons dans ce secteur-là, je pense que c'est la meilleure garantie pour qu'on puisse faire face à une troisième vague. Merci Dirk De Blok. Voilà, à distance, pour ceux qui prennent l'émission en cours. Quelqu'un veut répondre à cette inquiétude pointée par le PTB? Ils exagèrent un petit peu ou pas? Peut-être Défi qui n'a pas eu la parole, M. Vossard? Oui, alors moi je comprends l'inquiétude et surtout il faut être prudent. On ne doit pas faire de triomphalisme parce que la gestion de la crise, c'est pas évident, c'est inédit. On doit faire preuve maintenant d'une autre logique, c'est-à-dire la gestion des risques, c'est-à-dire faire en sorte de renforcer la première ligne. Il y a eu 183 recommandations qui ont été adoptées au Parlement bruxellois et on sera très attentif à la mise en application et notamment dans la norme d'encadrement pour les maisons de repos et de soins. Donc je crois que ça, c'est vraiment une balise qu'on ne doit pas négliger, c'est vraiment indispensable. L'autre élément, c'est que ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on ait l'effet yo-yo, parce qu'une troisième vague signifie à la fois un travail plus conséquent pour la première ligne, les opérateurs médicaux, mais aussi pour ces acteurs économiques. C'est pour ça que nous plaidons depuis le départ, avec le fédéral, parce qu'on ne fait pas tout seul dans notre coin à Bruxelles, on doit travailler sur ces protocoles dans les lieux clos. On a lancé maintenant le plan de ventilation d'air pour éviter en fait l'effet yo-yo, ouverture, fermeture, selon certains secteurs. Donc je crois que ça c'est important. On a appris les leçons du passé. On doit évidemment appliquer d'autres manières de faire la politique et gérer cette crise. Et puis je termine juste sur ce point-là. On a vu que pendant la crise ici à Bruxelles, les communes ont été vraiment actives au premier plan. Et donc, on doit pouvoir s'appuyer sur les communes, notamment dans la stratégie de vaccination, parce qu'on a vu que dans les centres de vaccins qui sont disposés un peu partout à Bruxelles, ça marche et il faut continuer dans ce sens. Alors, parlons justement des communes, un débat sur lequel on s'est penché à plusieurs reprises sur le plateau de Versus. Eh bien, ce sont ces aménagements dans les communes, ces marais qui sont menacés, ces friches, ces lieux que certains veulent préserver, mais où d'autres disent, eh bien, on a un potentiel pour construire du logement. Alors, je pose la question, est-ce qu'on est en train de bétonner outre mesure à Bruxelles? Madame Lecoq, de nouveau, à vous la parole, la première, des partis de la majorité. On a l'impression que pendant les campagnes, on n'arrête pas de dire on doit faire du logement. Et puis après, une fois que vient le moment de construire les logements, le phénomène NIMBY a de la place et même du crédit. Ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a un besoin de logement qui soit accessible. Et pour faire du logement accessible, il y a plein de solutions possibles. Il n'y a pas que la bétonisation d'espaces qui sont aujourd'hui verts, d'espaces qui permettent en fait aux Bruxellois de vivre et de respirer tout simplement à Bruxelles. Ça, je crois que c'est un élément qui est vraiment important. Et c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire que le logement accessible, il faut aussi pouvoir trouver les autres espaces qui, à Bruxelles, permettent de le rencontrer. C'est un discours qui est audible, ça, quand des gens disent mais on a besoin de se loger, on n'arrive pas à acheter, et qu'on voit la classe moyenne qui quitte Bruxelles. Absolument, et c'est d'ailleurs, moi, je pense presque une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a un besoin là maintenant urgent de logement et ne planifier, ne prévoir que des projets qui en fait ne verront le jour que dans 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, on a besoin d'un consensus. On a besoin d'un consensus social pour que les projets puissent avancer, pour que les projets de grande ampleur puissent être lancés. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure du fait qu'on a vécu une crise particulière, on a un moment de tournant, et donc on ne peut plus faire la ville comme on pensait la faire à l'époque. Il faut pouvoir réinventer notre manière de faire la ville, et notamment pouvoir utiliser les espaces qui existent déjà. Il y a des milliers de mètres carrés disponibles à Bruxelles qui, aujourd'hui, sont déjà bétonisés, et donc n'ont pas un impact clair sur l'environnement, mais qui pourrait tout à fait être refait de manière à justement fournir ces logements qui soient accessibles. Et donc j'insiste, logement accessible, ça ne veut pas dire uniquement du logement privé, ça veut dire aussi des logements qui sont accessibles, à des prix accessibles pour l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois. Et là-dedans, un ensemble d'acteurs peuvent être mobilisés. On pense aux agences immobilières sociales, on pense à tout le secteur Martin privé, Cazy, etc. vous êtes conseiller communal aussi à Boisfort, Verte Commune. Est-ce que là, il y a des espaces qui sont difficiles à préserver, qui sont l'objet de spéculation de la part des promoteurs? Mais c'est clair qu'il y a une tendance à vouloir opposer la logique de la construction du logement et de la préservation de la biodiversité parce que effectivement, à un moment donné, c'est mathématique. Oui, voilà, on doit construire, on ne construit pas une maison sur une autre maison. Parce qu'on a du terrain en concurrence, c'est clair. Mais je voudrais quand même dire que
Aujourd'hui, la solution qui est parfois qu'on entend de construire la ville sur la ville, elle doit évidemment être développée. C'est ce que dit Madame Lecoq, on doit réfléchir à des mètres carrés vides. Mais il faut quand même bien mesurer aussi qu'il n'y a même pas 10% des bureaux qui sont réellement convertibles en logement. Parce qu'en fait, les normes ne sont pas du tout les mêmes, parce que les tailles ne sont pas les mêmes, parce qu'il n'y a pas de terrasse, parce qu'en fait, les bureaux n'ont pas été faits pour être faits du logement. Alors qu'on doit penser la ville différemment, bien sûr. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire fi du fait qu'il va falloir aussi construire dans des espaces qui aujourd'hui existent et qui sont des espaces constructibles. Vous pensez à des espaces concrets? On a cité le Dunberg, le Wills, on a bien sûr la friche friche Josaphat qui est aujourd'hui un des éléments qui est présent sur les dossiers. Vous savez, c'est un terrain constructible. Moi, qu'on s'engage sur l'ensemble de la préservation des espaces verts, bien sûr. Mais on sait aussi que ces espaces verts, ils ne sont pas distribués correctement dans la région bruxelloise. Il y en a beaucoup plus en deuxième couronne qu'en première couronne. Si on veut pouvoir rapporter de la qualité de vie en première couronne, il va aussi falloir qu'on dédensifie un petit peu la première couronne pour ramener des espaces verts. Et pour faire cela, il va falloir qu'on construise en deuxième couronne. Donc moi, je trouve que la position d'écolo qui veut être assez opposée à ces éléments-là dans une volonté de défense des friches, elle ne me paraît pas responsable. Je crois qu'on doit mieux chercher un équilibre entre les différentes fonctions. Parce que sinon, tout simplement, on ne pourra pas faire face ni à l'augmentation de la population et ni à l'égalité de nos citoyens par rapport à l'accès aux espaces verts. Alors on va compter les points entre la majorité, droit de réponse à écolo. Vous n'êtes pas responsable sur des dossiers comme la friche Josaphat, le Marais Wills? Mais donc, ce qui est clair, c'est qu'on pose aujourd'hui un constat. Il y a ce besoin de logement accessible, mais ce besoin, il est là depuis 40 ans. Il est là depuis 40 ans. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un vrai constat, quelque part, d'échec. Il y a une évaluation à faire sur l'ensemble des politiques qui ont été menées jusqu'ici en termes de création de nouveaux logements. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. En fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a un outil qui est super, qui est le PAD, qui permet en fait de mettre tout le monde autour de la table et de discuter. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, parce qu'alors on va nous dire évidemment, oui, mais écolo refuse tout, écolo bloque tous les sujets. En fait, c'est faux. Il y a plein de PAD qui avancent. Les casernes, le PAD de Evart, le PAD de la Gare de l'Ouest notamment. Et donc, il y a vraiment plein d'éléments qui se mettent en place. Par contre, on ne peut pas dire que c'est ça le seul outil. Il faut vraiment prendre compte du fait qu'aujourd'hui, notre situation est différente. Et la démographie a changé à Bruxelles, en fait. On n'est plus sur les mêmes constats aujourd'hui que ce qu'on pouvait y être il y a 40 ans. Je me tourne vers Michael Vossard parce que vous êtes conseiller communal aussi à Molenbeek, une commune très densément peuplée. Quand vous entendez ces discussions sur des friches alors que chez vous, c'était un quartier industriel, des quartiers industriels qu'on a reconvertis, ça vous inspire quoi, vous? Alors, franchement... Et puis après, on ira chez Dirk de Bloch, qui est aussi conseiller communal et qui va intervenir. J'étais conseiller communal, mais oui, je suis toujours molenbeekois. Et je connais très bien, évidemment, la discussion autour du PAD de Gare de l'Ouest. Je vais être direct. Est-ce que c'est une discussion de bobo, de préserver des marais, par rapport à un besoin de logement pour des gens? Ce que je veux avant tout, c'est que quand on parle des PAD, on garantisse la participation des citoyens, qu'on améliore l'information autour de ces projets. Et vous dites que les pouvoirs publics ne jouent pas la transparence sur les PAD? Les pouvoirs publics ne jouent pas vraiment la transparence? Je dis qu'on peut améliorer les choses. Je pense qu'aussi au niveau des partis politiques, là où on siège, on peut peser. Donc je regarde ici, je me tourne vers Écolo. Vous êtes aussi dans la majorité à Scarbeck. On est ensemble là et il y a eu un avis, par exemple pour la friche Josaphat, il y a un avis négatif de la commune. Ensuite, au niveau du gouvernement, il y a des discussions. On a revu la copie, comme ça je parle de la friche Josaphat. Mais il y a aussi une enquête publique qui aura lieu. Et c'est là où les citoyens peuvent s'exprimer. Et je pense que pour la Gare de l'Ouest, c'est un exemple où, je pense, c'est une bonne direction qu'on prend parce qu'il y a un véritable équilibre entre les différentes fonctions. Il y a des espaces verts, il y a des espaces récréatifs, il y a même une cité qui va créer maintenant des métiers, le métier des chemins de fer, etc. Donc c'est magnifique. Et donc je pense qu'on doit toujours... Donc vous dites quoi? Il y a moyen d'associer, de ne pas fâcher les gens quand on construit sur des friches. C'est possible à Bruxelles? Je pense qu'on peut trouver un équilibre et ça passe par la participation citoyenne. Dirk de Bloch, vous êtes toujours conseiller communal à Molenbeek. Je reviens avec ma question, elle est un peu brute, mais préserver des friches, c'est un problème quand on sait que des gens doivent se loger à Bruxelles ou au contraire, c'est une urgence parce qu'elles sont en train de disparaître dans une région urbaine comme Bruxelles? Je pense qu'on peut faire les deux à condition qu'on ne laisse pas les clés de la ville aux promoteurs immobiliers. Et donc, par exemple, tous les taxis, énormes terrains. J'ai vu que quand Écolo était à la région, ils n'ont pas pu empêcher que la taille du parc a été diminuée. Je vois effectivement à la Plaine où le PTB était actif dans la défense justement de l'espace vert et où justement des partenariats avec des privés, des investisseurs privés ont fait disparaître du vert. À Bruxelles, il y a assez de bâtiments, il y a assez de logements. Le problème est que le prix
les rend impossibles, inatteignables pour la plupart des gens. Il faut vraiment faire quelque chose au niveau de l'encadrement des loyers. Il faut baisser les loyers pour que toute une série de logements soient de nouveau accessibles pour un marché locatif, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et il faut convertir les bureaux. Alors de nouveau, le marché privé des bureaux voit un marché lucratif et a construit en fait un excès de bureaux pendant des années que le gouvernement, que les autorités ont laissé faire. On pourrait transformer une série de bureaux dans des logements sociaux aussi, parce que si on continue avec les vitesses de croissance de 200 logements sociaux par an en moyenne, et ça n'a pas trop changé encore comparé à la majorité précédente, on ne va pas arriver à combiner justement les endroits verts et qui sont nécessaires. Je me rappelle par exemple à Paris du Nord. Je vous suis, mais parce qu'on a compris votre message et je voudrais entendre la réponse de Martin Casier qui a presque bondi de sa chaise quand vous disiez finalement que le gouvernement est à la solde des lobbies. C'est ça? On écoute plus les uns que les autres? Je veux bien que M. De Bock dise on ne veut pas avoir ici de promoteurs. Mais enfin, la construction, quelqu'un doit bien la faire. Alors en l'occurrence, ce sont des sociétés privées qui construisent. Nous n'avons pas de société publique de construction de bâtiments, M. De Bock. Donc effectivement, on ne peut pas dire on peut le faire, mais ça ne peut pas être des privés. Ben non, en fait, ça veut dire qu'on ne fait rien. Donc ça, c'est, je pense, la première chose. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit leur dérouler le tapis rouge et qu'ils ont le droit de tout faire. C'est bien pour ça qu'on fixe des balises. Je vous donnerai je terminerai, vous aurez la parole. C'est moi qui lui donnerai la parole, si vous voulez bien. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut évidemment tout autoriser. Okay. Mais par contre, on ne peut pas dire n'importe quoi. Par ailleurs, sur la question des logements sociaux, on rejoint évidemment l'enjeu qui était évoqué ici. C'est bien pour ça qu'on a fait passer en plan urgence logement une accélération, 15 000 solutions qui seront données aux Bruxellois d'ici à la fin de la législature. Parce que vous avez été sage et on vous a sucré en 15 secondes votre réponse parce qu'on doit avancer dans le débat, il nous reste 6 minutes. Pour Tour et Taxi, on a vu que en fait, la région a roulé, a même adapté ses règlements pour permettre aux promoteurs des profits extra, à diminuer l'espace vert et justement à construire des logements inaccessibles pour la plupart des gens. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le choix que la région a fait. Alors, je veux bien toutes les promesses du monde. Actuellement, la croissance des logements sociaux est encore en dessous vraiment de tout ce qu'il faut. Avec cette vitesse-là, on attendra 150 années avant que tout le monde ait un logement social. Alors un autre... Ça change, il faut y travailler. Et nous, c'est ce qu'on fait au gouvernement. Vous allez avoir la parole, David Leister, parce que je veux absolument qu'on aborde une question qui est importante et qui concerne beaucoup de gens qui nous regardent. Ben oui, ça avance dans ce dernier numéro de Versus, c'est la question de la mobilité. On a souvent entendu qu'à Bruxelles, finalement, les anti-bagnoles avaient pris le pouvoir, qu'on réduisait un certain nombre de voies de circulation qui étaient déjà saturées. Est-ce que c'est un constat qu'on partage au MR quand vous venez de Watermal-Boisfort vers les studios de BX1 à Molenbeek ou vers le Parlement dans le centre? Vous avez l'impression qu'on engorge Bruxelles pour obliger les gens à abandonner la voiture? On sent bien qu'il y a une politique derrière pour en effet faire en sorte que ceux qui viennent en voiture ne puissent plus venir en voiture. Mais qu'à un moment donné, on veut révolutionner Bruxelles, moi je peux l'entendre. Vous savez, il y a des tas de villes dans le monde, en Europe, qui ont en effet pu adapter leur transport en commun, mais aussi leur transport en voiture, en vélo. Mais ils l'ont adapté sur parfois 10, 15, 20, 30 ans. Ce que moi je reproche ici au gouvernement bruxellois, c'est d'avoir voulu le faire en 1 ou 2 nuits, avec quelques blocs de béton et quelques coups de peinture. On ne révolutionne pas une ville et on ne change pas les mentalités de la sorte, en opposant de telle manière les modes de transport. Mais en réalité, vous créez davantage une désadhésion plutôt qu'une union. Si vous prenez Copenhague, par exemple, la révolution de la ville, parce que tout le monde est en vélo là-bas, et c'est très bien, ok, pourquoi pas. Mais cette révolution-là s'est faite sur 30 ans de temps. Ils ont su investir dans des transports publics de qualité, dans des aménagements d'infrastructures de qualité, tout ça sur 15, 20, 30 ans. Ici, on est toujours avec 3 lignes de métro. Il n'y a pas eu spécialement beaucoup plus de lignes de tram ou beaucoup plus de kilomètres de tram en plus, beaucoup plus de kilomètres de bus en plus depuis les 5, 15, 20 dernières années. Et donc, on demande ici aux Bruxellois, du jour au lendemain, pendant la période de Covid, de tout changer, sans autant, par le passé, avoir créé l'infrastructure et le terreau suffisamment fertile pour que les gens puissent d'un coup pouvoir s'adapter. Et n'oublions pas non plus que Bruxelles, c'est aussi une multitude de petits indépendants qui malheureusement ne peuvent pas encore faire sans leur petite voiture. Et donc ceux-là, par exemple, pour le moment, sont en train parfois de crever la bouche ouverte parce qu'ils ne savent plus soit aller livrer, soit aller dans tel ou tel quartier, parce que du jour au lendemain, sans concertation, et c'est là où le gouvernement bruxellois doit passer aux travaux pratiques, mieux concerter, mieux s'arranger avec les habitants, du jour au lendemain, on a bloqué des axes entiers. C'est un peu dommage de faire solde de tout compte sur en fait un échec des 20 dernières années en termes d'infrastructures de mobilité
comme ça en une nuit ou deux. Marie Lecoq, on a été pressé du côté de la majorité, on a voulu aller très vite changer parce qu'il y avait une fenêtre d'opportunité, comme on dit. Et donc je pense que personne ne l'ignore, mais il y a quand même une urgence en fait. Il y a une urgence d'avoir une qualité de vie, une qualité de ville qui soit agréable pour l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois. Il y a un objectif d'urgence climatique qui est très très clair. On a aussi un objectif d'efficacité. Il faut pouvoir se mouvoir facilement dans la ville. 2 éléments par rapport à ça. 1 milliard d'investissements dans les transports en commun. C'est la première fois qu'il y a autant d'investissements dans les transports publics et donc ça, je pense, plaira à l'ensemble des personnes pour qui le transport pour l'ensemble des Bruxellois et des Bruxellois est important. Ça, c'est la première chose. Et dernier élément là-dessus, en fait, les chiffres contredisent ce que vous disiez sur la question de l'adhésion. Alors, on parle des coronapistes qui se seraient apparus en quelques heures et quelques instants. Alors, d'abord, rappeler que ça se fait dans le cadre de processus, qu'il y a des évaluations, que tout ça respecte évidemment les règles qui sont en vigueur dans notre région. Même les pompiers Mais n'étaient ces pas 40 consultés. km de coronapistes, qu'est-ce qu'on voit après ? 60% d'utilisation, 60% de cyclistes en plus sur la même période, 1 an après. En fait, ça, c'est du résultat. Mais ça, c'est pas une mauvaise chose. Attendez, ça, c'est pas une mauvaise chose. Ce dont on ne va pas faire l'économie, ce sont les... Non, mais il y a aussi les nafteurs. Oui. Il y a aussi les nafteurs. Moi, je comprends que les Bruxellois, eux, peut-être, ont dû s'adapter rapidement. Mais 50% de la croissance à Bruxelles, ce sont les nafteurs. Eux, ils font comment ? Okay. Et là, il y a un problème. Michael Vossard, est-ce que Défi s'est senti par moments mal pris, vous qui aimez vous présenter comme les représentants de ces indépendants au sein de la majorité gouvernementale? Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, on a oublié que les gens ont besoin de leur voiture pour travailler, pour assurer de l'activité économique? On n'a pas été mal pris. En tout cas, ce que nous faisons, c'est de pouvoir défendre les points de vue. Il n'y a pas que les indépendants, il y a toutes ces personnes qui travaillent et qui ont besoin, qui ont cette nécessité d'utiliser leur voiture. Et je pense que ce que nous, on a comme vision et qu'on essaye c'est inscrit notamment dans l'accord de majorité, c'est d'avoir un partage équilibré de l'espace public. C'est de ne pas opposer les cyclistes aux automobilistes. Mais on pense vous avez aussi... l'impression qu'on a partagé l'espace plus correctement ou bien par moment on a voulu aller vite? À un certain moment, on peut réécrire l'histoire, mais à un moment, il fallait plus de concertation, notamment avec les communes. Il y a eu une réaction, il y a eu aussi une évaluation de ces fameuses coronapistes. Je pense qu'il faut garder maintenant le positif de cela, mais c'est clair que quand on voit la ville demain, il faut que ce soit apaisé, partagé, et il faut défendre cette liberté de choix d'usage d'un transport par rapport à un autre. Et n'oublions pas dans tout cela, les usagers les plus faibles, parce qu'on est tous un piéton un jour, c'est cela. Ce sont les personnes à mobilité réduite et les piétons. On doit vraiment axer nos politiques aussi à ce niveau-là. Il nous reste 2 minutes, je ne vous avais pas menti, ça passe très très vite, versus avec autant de sujets. Oui, c'est toute l'année, ou en tout cas les principaux sujets de l'année qu'on passe en revue. Avant de conclure, un dernier tour de table et vous aurez 20 secondes pour une promesse par rapport à la rentrée. Attention, on vous enregistre. Voilà, en septembre, ce sera la rentrée pour tout le monde. Une promesse, quelque chose que vous allez mettre sur la table. On va aller vers Dirk De Blok et le PTB parce que vous vouliez intervenir. On vous a sucré. Voilà, quel est le dossier que votre parti ou vous-même allez mettre sur la table en septembre? Le dossier, c'est vraiment faire baisser les loyers et faire en sorte que la grille des loyers qui a été réalisée devient contraignant. Il y a beaucoup trop de familles qui aujourd'hui en fait payent trop, presque un salaire dans des loyers. C'est un facteur de pauvreté. Avec la grille, si elle devient contraignante, ça pourrait vraiment épargner 100-150 euros pour beaucoup de familles. Les gens en ont besoin. Okay, on note, donc c'est la promesse du PTB, c'est la question de la grille contraignante des loyers. Et finalement, en Espagne, ils sont en train de démarrer aussi un processus pour justement réguler les loyers. Donc, on voit que partout en Europe... Merci Dirk De Blok. Je vous coupe parce qu'on a compris votre message et on est en train de retirer du temps de parole aux autres. Marie Lecoq, le dossier que votre parti mettra sur la table, une promesse, allez, quelque chose que vous allez faire avancer en septembre? À la rentrée, surtout, on espère qu'on sera hors Covid. Et donc, on ne promet pas un retour à la normale, mais justement une réévaluation de ce qu'on fait et de pouvoir avoir une vie qui est un petit peu différente. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de culture parce que c'est au cœur de nos vies, c'est au cœur de la jeunesse et des communautés à Bruxelles. Michael Vossard, Défi, quelle sera la question que vous mettrez sur la table? Alors, la priorité à la formation pour la relance, pour faire en sorte qu'on puisse trouver de nouvelles perspectives pour ces à la fois demandeurs d'emploi, mais aussi cette nouvelle génération. Et donc ça, c'est vraiment une priorité pour Défi. Martin Casier, pour le Parti socialiste. Incontestablement la lutte contre la précarité. La crise, elle a plongé des dizaines de milliers de personnes dans une précarité profonde. Donc il y a tout un travail multifacette à mettre là-dessus. Je voudrais juste un mot, si vous me le permettez, parce que M. De Blok parle de septembre. Mais en fait, l'ordonnance sur la grille des loyers, elle va être discutée en juillet. Le PTB a voulu la repousser
repoussé en septembre parce qu'il n'était pas prêt, mais la majorité a une proposition, on va la voter maintenant. Et c'est l'autre promesse que je ferai, c'est que ça veut dire que dès la fin de l'année, on aura les premiers jugements sur la question des loyers abusifs. David Leister, avec quoi l'opposition va animer la rentrée en quelques secondes, s'il vous plaît, on a déjà dépassé le temps. On veut continuer à être la première force de proposition pour que la majorité nous entende quand on leur demande de relever les primes aux indépendants qui ont été délaissés, pour que la majorité nous entende pour qu'on ne densifie pas des symboles comme la friche aux AFA ou le champ d'écailles, pour que la majorité nous entende pour qu'on aille aider les quartiers qui sont dans la précarité depuis maintenant 15, 20, 40 ans. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On se retrouvera en septembre. Il y aura des nouveautés, évidemment, dans Versus. Et puis, le gros de ce qui animera nos discussions, ce sera l'actualité. Impossible de la prédire, mais on imagine qu'elle sera chargée.